Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est un fichier GETCOM, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en faire. J'ai ouvert ma généalogie. Quand on va vouloir exporter notre généalogie, on a deux options. Donc on a ici, je travaille sur le logiciel Eredis. Donc Eredis, il va proposer de l'exporter au format Eredis. Donc dans ce cas-là, on pourra uniquement réimporter notre généalogie euh, sous le même logiciel. Et ici propose GETCOM. Donc ça, GETCOM, c'est une norme d'échange de données. Disons, tous les logiciels de généalogie doivent pouvoir être en mesure de lire un fichier GETCOM et de le traduire. Alors c'est pas sous cette forme que eux ils vont travailler en interne. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement comment fonctionne Eredis. En même temps, du moment qu'ils fassent le job, le reste, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais pour représenter tous les enregistrements qu'on va avoir dans notre généalogie, si on veut l'importer dans un autre logiciel, eh bien, il va falloir passer par un fichier GETCOM. Donc on aura absolument toutes les informations qui composent en fait notre généalogie, les familles, les individus, les sources, tout ce qu'on a pu noter dedans, on va le retrouver dans notre fichier GETCOM. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va aller exporter au format GETCOM. Vous avez plusieurs options. Donc là, par exemple, Redis, il propose plusieurs types d'encodage de fichiers. Alors, nous, en France, on va plutôt être sur du ANSI si vous utilisez Windows. Voilà. Si vous utilisez Windows, vous pouvez choisir ce format-là. Et ensuite, vous avez d'autres options. Par exemple, moi, j'exporte pas les données privées, mais après, ça dépend ce que vous en faites. Alors, données privées, c'est-à-dire que dans Eredis, vous avez une option pour, alors je crois que c'est celle-ci, l'individu est confidentiel. Donc voilà, à partir du moment où vous cochez ça, l'individu sera masqué. Exporter tout le fichier, tous les individus. J'exporte pas mes informations de recherche, mais vous pouvez le faire. Enfin, ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez exactement. Donc là, je vais faire exporter et je vais l'exporter dans. Moi, j'ai un dossier export. Là, il enregistre tout. Alors, le plus long, ça peut être très rapide, mais le truc, c'est que j'ai beaucoup de médias. Euh, toutes les sources, naissance, mariage, etc. Tous ces événements-là où on a une petite barre verte en face, c'est-à-dire qu'il y a un média qui est associé. Donc moi, je fais des captures d'écran des registres. Si j'ai besoin d'y revenir, si j'ai un doute, je peux facilement revoir l'acte. Donc là, il est en train de me copier essentiellement voilà, tous les médias. Donc il y en a beaucoup. C'est ça qui prend du temps. Chez moi, en tout cas. Après, chacun a sa façon de travailler, donc tout dépend ce que vous avez dans votre généalogie, parce que bah, personne ne travaille de la même façon. Voilà, l'enregistrement est terminé. Et donc, on a ici notre fichier GETCOM. Donc, on va aller l'ouvrir. Alors, vous pouvez l'ouvrir avec un éditeur de texte. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, il est assez gros, hein, il fait quand même 25 mégas. Mais on a combien? Il y a 1 300 000 lignes, donc c'est assez volumineux.
Euh, alors, comment ça fonctionne? Donc, on a ici des enregistrements qui débutent par un niveau. Alors là, on a un niveau. Là, on est sur le niveau 0. Ensuite, chaque niveau comment? De niveau plus 1 par rapport au précédent fait référence à ce niveau. C'est-à-dire que ici, on a un enregistrement head. Celui-là, c'est l'entête du fichier, on va le retrouver une seule fois. Et on pourrait mieux visualiser les choses si on fait, faisons comme ça. Voilà. Et là, on va positionner ça là. Et ça comme ça. La représentation, c'est on a une balise en tête, faisant directement référence à cet enregistrement. On a source, donc ça c'est une source, Redis PC 2026, qui elle-même a des propriétés, version, c'est version, version 2026, le nom, donc Redis PC, Corporation, voilà. Bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, ça va être plutôt les individus déjà. Alors, on a plusieurs catégories d'enregistrement. Donc là, on va retrouver les individus. Euh, donc par exemple, si je prends cet individu-là, voilà, comme ça, on pourra mieux se rendre compte de comment ça fonctionne. Donc là, on a, de toute façon, on va aller jusqu'à l'individu suivant. Donc, ça commence toujours l'enregistrement par le niveau 0. Ensuite, là, on a une référence. C'est-à-dire, ça, c'est en quelque sorte l'immatriculation unique de la fiche individu au sein du fichier. Et ici, c'est le type. Donc là, on sait que c'est un individu. Ça pourrait être des autres types. On verra ça après. Euh, donc là, si j'ajoute une marque, je vais aller à l'individu suivant. Et voilà. Tout ça, c'est ce qui va composer sa fiche, euh, notamment ce que j'ai bien voulu exporter, puisque on n'a pas les informations de recherche, par exemple. Donc notre individu, voilà son nom, là on a le prénom, là on a le nom de famille, donc là c'est le nom complet, le prénom, le nom de famille, c'est bien ça. Euh, donc celle-ci, voilà, de niveau 2 se rapporte, c'est la propriété du nom, donc on a ici prénom, donc ça correspond au prénom, ça va correspondre à cette balise, ce tag, en fait on dit tag, bon balise en français, tag en anglais. Le prénom, le nom, on l'a là, et bah là on le voit pas, bon, en même temps on s'en fout un peu, mais on a la propriété nom, qui est composé à la fois du prénom et du nom. Et on va séparer le nom avec des slash. Voilà, donc le sexe. Euh, son métier. Donc profession ici. Voilà, il est épicier. Alors ça correspond là. Ça correspond à la profession qui se trouve ici. Profession. Ensuite, on va retrouver des tags précédés de underscore. Alors ça, c'est intéressant dans le sens où donc les JetCom est soumis à une norme. C'est les Mormons qui ont inventé ce système au début des années 80. Et donc il a un peu évolué depuis. Et tout ce qui n'est pas précédé de underscore, ce sont des balises qui respectent la norme.
C'est-à-dire que tous les logiciels de généalogie doivent être en mesure de pouvoir traduire. En revanche, les logiciels de généalogie, s'ils ont des besoins spécifiques qui ne sont pas comment, exploitables par le biais de la norme GEDCOM, ils ont quand même le droit de créer des balises propriétaires, donc propres au logiciel, en les précédant de underscore. Mais la contrepartie, c'est que si vous exportez le fichier GEDCOM et Redis avec ces balises propriétaires, vous allez pouvoir le réimporter dans le même logiciel, il va les reconnaître, puisque c'est lui qui les a créés, il sait les reconnaître. Mais si vous utilisez un logiciel, lui ne saura pas à quoi correspondent ces balises. Voilà. Donc, si on regarde de plus près, on va avoir toujours pareil. Le 2 se rapporte au niveau au-dessus et le troisième, voilà. Donc ça, on peut déduire que c'est la date de création de la fiche de l'enregistrement individu. Donc date, c'est reconnu, ça c'est comment, un tag de la norme GEDCOM, mais étant donné qu'il se trouve sous un tag propriétaire, les autres logiciels ne sauront pas forcément quoi faire de cette balise, donc tout ce qui va venir préciser cette information ne sera pas traduite puisque on ne sait pas ce que c'est. Donc nous, là, on peut en déduire, voilà, créa, c'est assez explicite quand même, c'est création le 8 avril 2024 et ça, c'est l'heure. Donc où est-ce qu'on peut retrouver cette information? Ouais, si on la retrouve là, voilà. Donc fiche créée le 8 avril 2024 à 11h40. Donc c'est bien ça. Voilà. Ça, c'est la modification, donc c'est la même chose. Alors par contre, celle-ci, elle va être normalement reconnue par les autres logiciels. Donc date de modification de la fiche individu, le 15 mars 2026 à 8h11. Eh ben non, c'est pas ça. Alors à quoi ça correspond? Changement. C'est à l'arrache, hein. J'ai rien préparé. On essaye de comprendre comme ça, hein. Alors oui, c'est bien ça. C'est juste que j'ai relancé le logiciel parce que, étant donné que j'avais fait une petite modification, donc j'ai pas enregistré, j'ai relancé et là on a bien la date qui correspond à celle-ci. Le truc, c'est que bah, si on fait le moindre petit changement, par exemple ici, eh bien forcément, on a une différence entre notre fichier qui a été exporté et notre fiche individu, puisque bon, lui, il considère qu'on a modifié la fiche, même si on annule notre modification. C'est bien la date du changement, mais c'est juste histoire de comprendre comment tout ça fonctionne. Après, c'est pas une information très importante. Et ici, on va avoir une balise FAMS qui va correspondre. Alors là, c'est la même chose. On a une référence qui va être unique, mais cette fois une famille. Vous voyez ici, on a I pour individu et F, on a une famille. En fait, ça, c'est la représentation de la famille, quoi, d'une famille auquel bah, il appartient. Ce sera un enregistrement, donc toujours de niveau 0 et suivi de son identifiant unique. Donc, on va aller directement à 0, rechercher cette famille-là, parce que si on cherche uniquement F5, on va tomber sur tous les membres de la famille avant de tomber sur la famille elle-même. Donc, on va rechercher cette famille. Voilà, on la trouve ici. Donc, on a notre individu 7. Donc, c'est l'époux. Là, l'individu 8, c'est l'épouse. Donc, toujours pareil. Mettons, on fait ça comme ça, voilà. On visualise mieux. Donc, c'est des informations qui se rapportent à cet enregistrement.
Ça, c'est les enfants qu'ils ont pu avoir. Individu 9, 5, 12. Voilà. Une note concernant ben, la famille. Alors, elle n'est pas forcément au bon endroit puisque visiblement, cette note, elle fait référence plutôt ben, à la famille, alors qu'elle devrait faire référence à un individu, quoi. Ouais. Faut voir, pourquoi est-ce qu'elle est placée ici, mais elle n'a pas l'air correctement placée. Donc là, on a le mariage concernant cette famille-là. Donc la date, le lieu du mariage. Et ensuite, on a encore des précisions sur le lieu. Donc ça, c'est la carte avec les propriétés carte, latitude, longitude. Et là, on repart sur donc des... Alors on est à nouveau sur donc la balise directement parent, c'est celle-ci. Donc cette balise-là fait référence à celle-ci. Voilà. Association, donc ça pourrait être donc c'est un individu, donc c'est certainement un témoin. Ensuite, on a le type, c'est un événement. Donc mariage, association, donc individu, type, événement, relation, c'est le père. Donc rôle père, ça c'est une répétition. Alors voyons voir. L'individu, donc de la même façon, on peut rechercher l'individu 23 qui devrait être lié au mariage le 12 novembre 1906. Donc, si on regarde, voilà, on est 12 novembre 1906, on a les témoins et on a le rôle, donc père. Je suppose que cet individu 23, ça va être le premier dans l'ordre dans lequel on va le retrouver dans le fichier JETCOM logiquement, puisque ils apparaissent dans cet ordre-là. Donc là, notre premier témoin, c'est probable que ce soit donc cette personne-là. Donc on va aller voir. On va remonter, voilà. Donc individu 23, c'est François-Victor Biden. Donc c'est bien cette personne-là. On a ici, ça c'est intéressant, c'est une balise note. Donc si on regarde cette note, alors je vais maintenant me déplacer sur cet individu. Note, on va indenter le fichier pour y voir plus clair. La note, à quoi est-ce qu'elle fait référence? À ceci, objet. Alors un objet, ça va être un média. Donc là, le média, lui, il fait référence à un événement. Ici, donc là, on a la note 2. Ah, la note 2, je me trompe. La note 2, elle fait référence à l'événement qui est ici. Donc l'événement, c'est la résidence, c'est-à-dire le domicile, et de 1849 à 1866. Donc c'est ici. Et on a sur ce domicile un objet qui est lié et ça va être celui-ci. Voilà. Donc là, si on recherche de la même façon cet objet, donc là on a une référence, cette fois c'est plus I, c'est plus F. Donc on a vu I c'est individu, F famille et O c'est les objets. Donc on va aller jeter un coup d'œil sur cet objet. On a Courcelles. Donc ça c'est le titre de l'objet. L'emplacement où est-ce que
il se situe. Donc là, on a une image qui est à cet emplacement-là, qui est de format JPEG, créé le 20 janvier 2026, etc. Voilà, donc ici, si on regarde, on a, voilà, c'est bien ce fichier-là. Coursera IG Smooth. Voilà, c'est bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre Alors, il y en a beaucoup. Euh, on va trouver... on va faire plus simple. On va aller rechercher Jetcom. Jetcom, voilà, norme Jetcom. Qu'est-ce qu'on a comme type d'enregistrement? Les plus importants, hein. Individu. Donc ça, c'est nos fiches, chaque personne. Ici, individu. La famille auquel ils appartiennent. On ne va pas répéter deux fois une information de mariage, étant donné qu'elle concerne deux individus. Donc, ils feront référence à un mariage. Ça, on n'aura pas deux fois l'enregistrement de la date, du lieu, etc. Les sources qui vont avec. Ensuite, on a la note. Donc ça, on l'a vu. La note, c'est ce qu'on va pouvoir inscrire un petit peu partout. Il y en a par exemple ici. Euh, donc, quand vous allez inscrire, je sais pas moi, vu le 3 2025, admettons. Là, ça va vous créer une note. Là, vous allez avoir une balise note. Je ne sais pas à quoi elle va se rattacher exactement, mais toujours est-il que vous retrouverez. Ça, c'est peut-être un champ propriétaire à Redis, un champ, je ne sais pas trop, mais peu importe. Quand vous allez faire un retour chariot, ça va vous créer une balise d'une autre forme, en fait. Ça va vous créer une balise compte. C'est quelle est? Compte. Voilà. Euh, compte concaténé à l'information précédente, conc à l'information sans retour à la ligne. Donc là, avec un retour à la ligne, donc si j'inscris ici euh, faire de nouvelles, là vous allez avoir une balise, donc note, admettons deux notes, et donc cette valeur-là directement au niveau de la balise note. Et ensuite, vous allez avoir sous cette balise deux notes, une balise, trois comptes. Donc, puisque on a fait un retour chariot, elle représente le retour chariot avec une nouvelle information, ou sans, même vous pouvez avoir, si vous faites comme ça, vous allez avoir autant de balises comptes vides, mais qui vont représenter des retours chariots. Et ensuite, pour celle-ci, conc, alors là, c'est-à-dire que si vous entrez du texte vraiment très long, c'est-à-dire plus de 255 caractères, on va en chercher une dans notre fichier. Conc, où est-ce qu'on en a? Voilà, tac. Voilà. Donc là, c'est que la ligne, là, on a 255 caractères. Voilà. On a une ligne qui fait 255 caractères. Et c'est une limitation très clairement historique qui vient
d'anciennes machines, des débuts de l'informatique, où on avait voilà, des limitations techniques qui faisaient que on ne pouvait pas lire des lignes de plus de 255 caractères. Donc pour contourner ça, on, euh, on recrée une nouvelle ligne avec à nouveau au maximum 255 caractères, etc., jusqu'à ce que le texte tienne entièrement. Donc, cette balise conc, au final, si on était sur des formats modernes, on pourrait faire simplement ça. Alors d'ailleurs, là, il y a un problème, c'est que le texte y est collé, mais bref. Euh, voilà, on pourrait s'en passer. Elle est transparente au final quand vous utilisez le, l'ordinateur, en fait. Et lui, il vous crée du texte. De toute façon, le logiciel ne travaille pas avec ce fichier-là. Encore une fois, chaque logiciel travaille à sa propre méthode de travail. Ça, c'est juste le fichier d'échange. Voilà, vous voulez passer soit une branche de votre généalogie, vous pouvez exporter, je ne sais pas, un cousin, juste la branche qui le concerne, ou alors votre généalogie complète. Euh, Là, il va se conformer à cette norme-là en scindant le texte à 255 caractères. Voilà, c'est une petite particularité sur les balises. Euh, donc maintenant, on va voir ce qui se passe quand on va vouloir simplement importer. Alors là, par exemple, j'ai pris Ancestris. Euh, on va lui dire ouvrir une généalogie et on va prendre notre fichier getcom. Voilà. Alors là, j'ai fait des modifs. Je les enregistre pas, hein, c'est pour vous montrer. Bon, de toute façon, on s'en fout. Votre généalogie, il faut bien comprendre que vous utilisiez un client sur Internet, je sais pas, GeneaNet, Philae, ou un client lourd, Redis, Ancestris, peu importe. euh, c'est pas, vous allez créer un fichier GETCOM qui va représenter votre généalogie, mais c'est pas ce fichier-là c'est pas le fait de modifier ce fichier qui va vous modifier votre généalogie, hein. Donc, il faudra le modifier puis le réimporter pour que votre généalogie soit modifiée. Donc, là, de toute façon, j'ai pas enregistré parce que je veux simplement lui fournir le fichier tel qu'il m'a été livré par Eredis. Donc, pour voir comment est-ce qu'il va se comporter par rapport à ce fichier. Donc là, il me dit le fichier jet ne provient pas d'Ancestris. Voilà. Donc ça, il le voit, j'imagine, simplement par rapport à la balise head, puisque ici, on voit que il n'a pas été généré par Ancestris. Sinon, j'imagine que là, on aurait Ancestris. Il provient, voilà, de Redis PC 2026. Donc en fait, c'est là. Il a cette balise là, hein. Voilà. Et il doit être modifié pour être 100% compatible avec la norme GETCOM. Donc là, ça veut dire que Redis nous a fourni un fichier GETCOM, mais qui n'est pas 100% compatible avec la norme GETCOM. Alors ça pourrait s'expliquer de différentes façons. Déjà, alors, c'est censé être... on a le droit dans la norme GETCOM encore une fois, de créer des balises avec underscore, hein. C'est pas parce que ces balises-là existent qu'elles ne sont pas conformes à la norme GETCOM. Peut-être lui, il a détecté d'autres incohérences. Euh, donc ça, on va voir ce qu'il va faire. Donc, il va nous, il va nous recréer une copie. Il va apporter des modifications et nous recréer une copie. Euh, donc cette fois ancestris.jet. Donc lui, il va importer ce fichier GED,
modifier les données qui sont dedans et nous régénérer un fichier JET comme bah, lui il entend. C'est-à-dire, voilà, lui pour lui, ce qu'il va nous générer, ça va être 100% compatible à la norme, contrairement à ce qu'a généré Redis. Bon, pourquoi pas. Euh, et donc, eh bien, on va lui dire de le convertir. Allez, vas-y, fais. Donc voilà, et il nous indique que le fichier a été converti pour être 100% au format JETCON. Bon, d'accord. Il est actuellement affiché 21 580 individus, c'est bien ça. 7 943 familles. J'ai pas cette information. Moi, je vois 6 900 unions. 38 000 notes. 12 282 médias. 12 352. 7 832 sources. Moi, j'en ai 7 844. Il a apporté 222 000 modifications. Donc on va appuyer sur extrait seulement parce que alors là, si je fais la liste complète des 222 000 modifications, ça va prendre un petit moment. Et en plus, de toute façon, on va pas tout passer en revue. Moi, je voudrais voir vite fait qu'est-ce qu'il a fait. Correction effectuée. Étiquette invalide. Cette étiquette n'existe pas. Qu'est-ce qu'il lui a pas? Signe. Ah bah ça doit être. Oui, c'est des signatures. Voyons voir. Si je reprends. Donc là il dit 170. Gérard Pierre. Ça doit correspondre donc à l'individu. On va aller voir. Tac. Et c'est ça qui lui plaît pas. Donc voilà, on voit étiquette indi signe. Donc si on indente le fichier, cette balise-là fait référence à cet enregistrement-là direct. Bon, après, c'est compréhensible. Lui, il a l'air de dire que c'est pas autorisé. Alors, je sais pas, parce que c'est bien une balise, sinon elle serait précédée de underscore. Bon, mais alors, elle est peut-être pas au bon endroit, hein. Ça, c'est possible qu'elle ne soit pas positionnée au bon endroit. C'est-à-dire que on pourrait avoir, admettons, une balise intermédiaire pour respecter cette norme. On va aller voir dans le nouveau fichier qu'est-ce qu'il a fait de, euh, de cette balise. 24, celui-ci. En fait, il l'a supprimé, hein. Si je regarde, il n'y a plus de balise signe. Ah, il les a toutes supprimées. Alors, je ne sais pas exactement quel est le problème avec cette balise. Est-ce qu'on l'a là-dedans? Signe. Les anciennes spécifications avant 5.5 ne sont plus utilisées, mais certains logiciels gardent des rubriques de tags obsolètes issus de précédentes versions. Par exemple, le tag signe pour signature est encore utilisé par les logiciels en 5.5 pour une compatibilité ascendante alors qu'il n'existe plus dans les spécifications. Il indique qu'un individu savait signer ou pas. On ne nous dit pas quelle solution maintenant est-ce qu'on a pour comment enregistrer cette information. Donc, visiblement, on ne peut plus le faire. C'est un peu étonnant. Mais bon, toujours est-il que lui, effectivement, alors il s'est vraiment conformé à la norme, hein, à la norme actuelle en tout cas. Et il a supprimé la rétrocompatibilité sur ce type d'enregistrement. Donc voilà. Euh, donc tout ça, cette étiquette, position de l'étiquette invalide. Cette étiquette existe, mais n'est pas possible à cette position. Elle a été changée en une étiquette personnalisée. Donc étiquette, c'est famille. Donc là,
créa, donc ça on reconnaît, c'est une balise spécifique à Redis. Date time, donc en fait lui ce qu'il sait reconnaître c'est famille, date, time. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Elle a été changée en étiquette personnalisée. Donc lui, il a recréé sa propre étiquette personnalisée. Famille 3, on va aller voir. Euh, donc on va aller à 0, donc notre enregistrement de famille. On recherche la famille 3. Et voilà, elle est ici. Donc lui, ce qui lui plaisait pas, c'était créa. Il est où créa? Underscore créa. Voilà. 21h31, 29. Ouais, ça c'est le... Ah oui, parce que oui, d'accord, ok. Alors, le time là, ce serait une balise propre à Redis qui n'existerait pas dans la norme Jetcom. Bon, peut-être. Je sais pas, je connais pas la norme par cœur. Moi, je vous explique juste comment décrypter le fichier, hein. On n'est pas obligé de connaître tout par cœur pour comprendre ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il en a fait? Comment elle était avant cette balise? Hein, en fait, c'est lui qui l'a convertie en time et elle doit exister, mais sans le underscore. Ok, d'accord. En fait, là, on va trouver une balise time. On va retourner, donc on va chercher notre famille ici. Voilà, notre famille. Et ensuite, on va rechercher cette balise-là. Si je résume, on va remonter la famille. On va aller jusqu'à celle-ci. Voilà. On va tout indenter. Le 4. Voilà, comme ça, on voit plus clairement. Ça, c'est du 2, ça revient comme ça. 3, tout ça, c'est 2. 3, 4. 4, hop. Là, on va remonter comme ça. On a notre famille avec la date de création, donc 1 par rapport à 0, la date de création de notre enregistrement de la famille en date du 2 novembre 2022 et à 21h31. Voilà, c'est assez clair. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, cette balise-là, je ne la connais pas. Je supprime pas l'information, mais par contre, je vais rajouter ça devant parce que pour moi, ça respecte. C'est pas une balise qui correspond à la norme. Alors, bon, regardez. Qu'est-ce qu'on a, time? Est-ce qu'on trouve quelque chose? Non, on n'a rien du tout. Après, je crois qu'il y a quand même des documents plus complets que celui-ci. Structure, exemple, mise en œuvre, version, fichier. Qu'est-ce qu'on a? Lien utile. Spécification. Le site spécification net. Il faut aller voir là-dessus. Voilà. Alors, version. On est sur quelle version? Est-ce qu'il nous le dit? 5.5.1. Donc on va aller voir dans la 5.5.1. Voilà. Et ici, on va rechercher si on trouverait time. Je vais mettre des espaces. Qu'est-ce qu'on a? Time. Donc qu'est-ce qu'elle dit la balise? La spécification. Head. Record structure. Donc on a le header. Date, time. Je continue de chercher. Change hub. Changement, date, time. Alors si je reprends mon enregistrement initial, famille.
Ouais. Un datetime, bon. Euh, Peut-être le fait qu'il soit sous une Baptiste propriétaire qui lui plaît pas. Je sais pas, comme ça, à première vue, je vois pas trop ce qui lui pose problème, mais toujours est-il que voilà, on a ici un aperçu des modifications qui ont été apportées au fichier. Vous pouvez vérifier ce qu'il fait exactement. Et donc en dehors de ça, voyons voir le résultat. On a bien notre généalogie qui a été importée. Alors il y a beaucoup de modifications. Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qui a été changé? Ça, il faut se pencher un petit peu plus sur ben, le log qui a été fourni par le logiciel et qui va décrire les modifications qu'il a apportées pour le savoir. Mais toujours est-il que on a pu exporter nos travaux de notre généalogie de Eredis vers Ancestris par ce biais-là. Et ça, on n'aurait pas pu le faire avec un fichier Eredis, euh, puisque là, c'est uniquement Eredis qui va le reconnaître. Je vais m'arrêter là. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si j'ai dit des bêtises, bon, écoutez, dites-le en commentaire. Mais j'espère quand même que ça aura pu vous aider à comprendre, pour ceux qui ne le savaient pas ce que c'était, et bien comprendre comment fonctionne un fichier JETCOM, juste en dehors de dire on exporte le fichier, on l'importe et ça reste une boîte noire. Au moins, vous savez ce qu'il contient et comment est structuré le fichier pour ensuite être importé sur un autre logiciel. Je vous laisse expérimenter et puis voir ça de plus près. Voilà, vous avez en tout cas les bases.